C'est là-dessus le moment de retrouver Joël Denis, Althia et Conrad pour l'analyse des sujets chauds de la semaine. Alors, bonsoir à vous trois. Bonsoir, Bonsoir. Esther. On va commencer justement par le plan du chef conservateur O'Toole pour lutter contre les changements climatiques. Joël Denis, d'abord, vos premières réactions à vous? Bien, ça me paraît un plan qui est un peu plus complexe que ce à quoi on devrait s'attendre de la part des conservateurs. On veut créer un compte d'épargne qui permettrait de mettre de l'argent dans un compte si vous achetez de l'essence. Donc, il n'y a pas beaucoup d'incitatifs, je vous dirais, pour réduire notre consommation de combustible. Donc, évidemment, le plan est fortement critiqué par tous les adversaires et il faudra attendre l'évaluation des groupes environnementaux pour avoir la vraie mesure. Mais il s'agit quand même d'une volte-face des conservateurs parce qu'on va imposer un prix sur le carbone, que ce soit une taxe ou autre, comme vous souhaitez l'appeler les conservateurs. Il va y avoir un prix sur le carbone. Et donc, le débat est clos à ce sujet-là. La meilleure façon de lutter contre les changements climatiques, c'est d'imposer un prix sur le carbone. Tous les partis politiques, maintenant, nagent dans la même direction. Oui. Althia, est-ce que vous pensez que ça va être difficile pour M. O'Toole de faire passer son plan auprès de ses militants qui sont climato-sceptiques? Oui, j'ai parlé à plusieurs députés ce matin, premièrement, même avant l'annonce, parce que il n'y avait pas eu de rencontre pour le caucus pour leur dire qu'est-ce que M. O'Toole allait mentionner. Puis en fait, à la dernière réunion, selon mes informations, c'était le groupe de conservateurs, surtout de l'Ouest, qui voulait vraiment s'afficher contre le projet de loi des libéraux, le C12, là, pour arriver à net zéro en 2050. Puis, M. O'Toole semblerait leur avait dit, bon, bien, si on vote contre, on va de l'avant avec le plan. Puis ça, c'est ce qu'on a vu. Ils étaient absolument surpris. Il y a un député qui m'a envoyé un message me disant, il y a combien de discours est-ce que j'ai donné disant qu'on était contre la taxe sur le carbone? Des appels des partisans, des membres, des bénévoles qui ne comprennent pas, surtout des députés de l'Ouest, qu'est-ce qui vient de se passer. Et puis, il y a une inquiétude dans le caucus qu'il y a beaucoup des membres qui vont se ranger derrière Jay Hill et le parti Maverick. Je ne sais pas si c'est vraiment peut-être juste les émotions qui sont un petit peu très fortes la première journée, puis ça va se calmer. Mais c'était les premières impressions, surtout des députés de l'Ouest. Oui, Conrad, vos premières impressions à vous de ce plan des conservateurs de M. O'Toole? Oui, mais ceux qui croient que les partis conservateurs pouvaient faire la prochaine campagne électorale sans avoir mis un prix sur le carbone vivent sur une autre planète parce que c'est devenu l'ironie du sort que les conservateurs qui étaient les premiers à proposer un prix sur le carbone comme étant la façon la plus efficace de réduire les émissions sont devenus totalement contre cette idée dès que les libéraux en ont fait leur cheval de bataille. Et moi, quand j'ai entendu pour la première fois le plan de M. O'Toole, j'ai pensé que c'était une patente, cette compte d'épargne. Mais plus j'y pense, je pense que pour le commun des mortels, ça pourrait avoir un certain intérêt de mettre de côté des sommes qui vont être consacrées dans l'avenir à l'achat des produits verts. Parce que là, c'est plus concret dans l'esprit des gens que ça rapporte de cette taxe-là. Pour l'instant, c'est des vases communicants avec le plan des libéraux. Donc, je crois que ce plan-là est, mettons, vendable. Et pour ceux qui sont dans le caucus qui ne sont pas contents avec le prix sur le carbone, mais là, ils vivent carrément sur une autre planète et ils peuvent aller avec Jay Hill, mais il n'y aura pas beaucoup d'entre eux qui vont faire ça. Oui, Joël Denis, juste pour conclure là-dessus, parce qu'on vous a entendu rire quand Conrad a parlé de patente. Qu'est-ce que vous voulez réagir à ça? C'est sorti un peu de nulle part. Il n'y a pas d'exemple ailleurs dans le monde d'une telle mesure, d'un compte d'épargne. Si vous faites le plein, vous avez des sous qui vont dans un compte d'épargne. Donc, est-ce qu'on peut dire que c'est innovateur ou c'est complètement une patente, comme aime le dire Conrad? Maintenant, le risque court, M. O'Toole, c'est justement, il veut pouvoir vendre cette salade dans l'est du pays, en Ontario, au Québec, mais va-t-il pouvoir conserver ses appuis dans l'ouest? Est-ce que ses supporters traditionnels vont l'abandonner parce qu'il fait ce tel virage? Ça reste à voir, mais les prochains sondages risquent d'être très intéressants. Et on voit déjà que les partis adverses, le Parti libéral, le Bloc québécois
et même le NPD sont en train de démolir ce plan. Donc, mais enfin, ça donne un peu plus de crédibilité, je vous dirais, aux conservateurs. On reconnaît, au moins au niveau du chef, que c'est réel, les changements climatiques, il faut y s'y attaquer. Et la meilleure façon de le faire, bien, c'est un prix sur le carbone. Bon. OK, Oui, oui, Althia, allez-y. C'est juste très vitement. Le plan, il est très brillant d'une certaine manière. Premièrement, les partis d'opposition allaient critiquer, même s'ils aimaient beaucoup ce qu'il y avait dans le plan. Ça, c'est pour acquis. Mais il y a beaucoup de gens, de fermiers, de gens qui vivent dans les endroits ruraux, qui se trouvent à un désavantage avec le programme du Parti libéral, du gouvernement à l'instant, dans ce qu'ils reçoivent peu d'argent qui dépensent. Alors, les gens qui vivent comme au centre-ville comme moi, qui n'ont pas de voiture, qui ne... maintenant, on ne prend plus d'avion aussi. Moi, je reçois plus que je paye. Mais eux, ils payent beaucoup plus qu'ils reçoivent. Puis dans le plan du Parti conservateur, les gens vont recevoir qu'est-ce qu'ils ont payé. Alors, ça peut être quand même un programme de démarcation entre les deux partis politiques. Puis je dirais l'autre chose, c'est que par contre, les conservateurs qui vont me critiquer que le gros gouvernement nous dit comment on devrait dépenser notre argent et sur quoi, ça, peut-être, par contre, ça pourrait les nuire. Bon, le temps file. Je veux vous entendre sur d'autres sujets, notamment sur la gestion de la pandémie par les provinces, alors que la troisième vague prend de l'ampleur. Bon, record de cas ce jeudi en Ontario, hausse des hospitalisations. Conrad, d'abord, qu'est-ce qu'on doit penser du cafouillage du gouvernement Legault autour du port du masque à l'extérieur cette semaine? Mais je pense que c'est l'illustration qui cherche une façon d'avoir l'impression de faire quelque chose. Parce que là si vous voulez être vraiment efficace pour stopper la troisième vague, c'est une fermeture au complet de l'économie, comme on l'avait fait l'an dernier. Il faut fermer les usines, il faut fermer les entrepôts, parce que c'est là où les infections ont lieu. Donc, cette idée de réimposer le couvre-feu à 8 heures, et l'idée d'imposer le port du masque dans plus d'endroits, y compris à l'extérieur, c'est un travail à la marge. Là. Ça travaille à la marge, mais ça va pas au bout du problème, mais ça commence à agacer, sérieusement agacer les gens qui trouvent que le gouvernement en met un peu trop, mais c'est précisément parce que il y a des pressions qui proviennent du domaine de la santé et des autres domaines qui sont plus préoccupés par cette pandémie pour que le gouvernement fasse quelque chose. La pression est très forte, mais le gouvernement ne va pas aller aussi loin que ces gens-là veulent qu'il aille. Donc, c'est ça. Et ça amène à des décisions pas très brillantes comme celle sur le port du masque pour jouer au tennis. À l'extérieur, si oui. Joël Denis, oui. Je vous dirais, ça devrait peut-être forcer le gouvernement à revoir sa stratégie de vaccination. On y va par catégorie d'âge, par tranche de gens vulnérables et tout ça, mais moi, je fais du télétravail. Je n'ai pas besoin d'un vaccin tout de suite. Par contre, le travailleur dans une usine aurait peut-être besoin d'un vaccin maintenant pour éviter justement d'être touché par le virus. Donc, il faudrait peut-être revoir cette stratégie de vaccination, même à l'échelle du pays, pour éviter que, quand on y va par groupe d'âge, parfois, on n'atteint pas ceux qu'on devrait vacciner en priorité, comme les travailleurs essentiels, par exemple, les travailleurs dans l'entrepôt. Et je pense que ça fait partie de la solution. Le masque à l'extérieur, ça, je pense que c'était un peu farfelu comme solution. D'ailleurs, M. Legault s'en est aperçu. On a reculé. C'était impossible de jouer au tennis sans porter un masque. Mais cette volte-face illustre justement qu'il y a d'autres options qui s'offrent au gouvernement qui ne sont peut-être pas étudiées à l'heure actuelle, notamment la stratégie de vaccination. Oui, Althia, justement, en Ontario, il y a des cafouillages aussi dans la vaccination, avec un record de nombre de cas aujourd'hui, ce jeudi. Est-ce que le gouvernement Ford a perdu le contrôle de la situation? Je pense que vous auriez pu me demander la même question la semaine dernière ou même la semaine avant. Il semble qu'ils n'ont pas contrôle de la situation, je dirais. Les annonces qu'ils ont faites la semaine dernière, c'était vraiment c'était sur les suggestions de Joël Denis et de Conrad, en disant qu'ils allaient bouger des ressources pour aller vacciner les gens de 18 ans et plus dans les centres où il y avait beaucoup plus de transmission, des gens qui travaillent dans les usines, comme exemple. Ça n'a pas vraiment fonctionné comme il l'aurait voulu. Puis maintenant, il y a un gros problème qu'il n'y a
pas assez de vaccins pour la demande. Puis il y a un autre problème en plus, c'est tout le débat autour des vaccins AstraZeneca. Il y a beaucoup de gens qui peuvent avoir des rendez-vous, mais qui ne veulent pas prendre de rendez-vous parce qu'ils ont trop peur des conséquences néfastes. Mais on a vu en Ontario, pour revenir à votre point au début, maintenant, les jeunes étudiants ne vont plus à l'école. Ils vont faire l'école à la maison. Le cabinet de M. Ford se rencontre encore une fois pour nous indiquer qu'il va peut-être avoir d'autres mesures additionnelles. Mais la province, elle est pas mal rendu au même lockdown qu'on avait au mois de mars en 2020. Oui, quand la pandémie a commencé au tout début. Exact. Bon, la pandémie qui va probablement, très certainement être au cœur du budget qui va être présenté lundi par la ministre Chrysler Freeland. Évidemment, il y a énormément d'attentes sur ce budget-là. Il faut dire que ça fait quand même 2 ans qu'on n'a pas eu de budget au Canada. On va avoir l'occasion de s'en reparler la semaine prochaine. On va l'analyser. Conrad, d'abord, vous vous attendez à quoi dans ce budget? Qu'est-ce que vous allez regarder particulièrement? Des garderies. Parce qu'il a certainement laissé entendre, la ministre aussi, Freeland, a laissé entendre que ça va être au centre du plan. Je pense que je ne suis pas à Ottawa comme vous autres, donc vous avez peut-être plus des inside track sur ce qui est prioritaire. Mais pour moi, évidemment, avec mon background comme journaliste économique, moi, je veux voir un plan crédible et des prévisions qui ont de l'allure, qui vont tenir la route, même si on travaille dans une période encore avec beaucoup d'incertitudes. Mais on va voir ce que la ministre va faire pour rassurer les gens que les dépenses de cette année sont pas le début d'une tendance à long terme. Et qu'elle est sérieuse quand elle dit qu'on va s'assurer que la dette n'augmente pas plus vite que le taux de croissance de l'économie. Althia, qu'est-ce que vous allez surveiller particulièrement dans ce budget lundi? Je dirais... J'aimerais savoir si les programmes qui vont annoncer, comme les garderies, donc on en a mentionné, si ça va être des gros programmes qui vont durer pendant la prochaine décennie, ou si on regarde vraiment dans le 70 à 100 milliards de dollars que Mme Freeland avait indiqué qu'elle était prête à dépenser comme stimulus au mois de novembre, si on va voir des programmes de courte durée. Puis, avec les garderies, on sait que les libéraux, ils ont déjà dépensé presque 900 millions de dollars sur les garderies. Puis, il n'y a pas beaucoup de résultats. Est-ce que le gouvernement fédéral va décider enfin qu'ils n'ont pas besoin que les provinces dépensent de l'argent pour un programme comme celui-ci et que le gouvernement fédéral va aller de l'avant comme ils le veulent? L'autre chose, je dirais, on nous indique que peut-être que c'est un très, très gros budget. Des rumeurs, une personne m'a dit qu'il est 700 pages, même qu'il y avait des décisions qu'on prenait cette semaine sur le contenu du budget. Il y a plein de choses. C'est un gros budget. C'est le premier budget de Mme Freeland aussi, une femme qui a des autres ambitions. Alors, on va avoir beaucoup de choses à parler la semaine prochaine. Oui, la semaine prochaine. Joël Denis, en quelques secondes, le mot de la fin sur ce budget de lundi. Comme Conrad et Althia, je vais surveiller un mot, garderie. On me dit qu'il va y avoir de gros dollars qui vont être investis dans ce réseau. Au Québec, ça coûte environ 3 milliards de dollars par année. Si on exporte ce programme-là à l'échelle du pays, ça veut dire que le fédéral devrait investir au tout près de 15 milliards de dollars par année pour arriver à créer une structure semblable. Ça veut dire aussi que des gros dollars vont aussi aboutir dans les coffres du gouvernement du Québec parce qu'il y aura un transfert, il existe déjà un programme au Québec. Donc, il y aura un ministre en particulier qui va surveiller ça de très près au Québec lundi. C'est le ministre des Finances du Québec qui pourrait peut-être recevoir des chèques d'Ottawa parce que le programme existe déjà au Québec. Joël Denis, Althia, Conrad, merci beaucoup. On se retrouve donc jeudi prochain pour, entre autres, analyser ce budget qui est très attendu. D'ici là, portez-vous bien. Merci. À vous aussi. Merci, bon week-end. Bye-bye.